Mon mari m'a annoncé qu'il partait en mission à Montréal pour 2 ans. Je lui ai dit au revoir en larmes. Dès que je suis rentré à la maison, j'ai viré la totalité des 600 000 € de notre compte joint. Le lendemain, je suis allé au tribunal pour demander le divorce. Le terminal de l'aéroport Charles de Gaulle grouillait de monde. Je tenais fermement la main de Thomas, les larmes coulant sans retenue sur mon visage. « Thomas, tu dois vraiment partir pour 2 ans entiers ?» ai-je demandé, la voix étranglée par l'émotion. Thomas a doucement essuyé mes larmes, sa propre voix empreinte de réticence. « Juliette, tu sais à quel point ce projet est important pour ma carrière. 2 ans passeront vite. Je t'appellerai en visio tout le temps. Mais tu vas me manquer. » J'ai enfoui ma tête contre son torse. Il m'a tapoté le dos doucement. « Petite sotte. Tu vas me manquer aussi. Mais c'est une opportunité énorme pour notre avenir. À mon retour, nous aurons assez d'argent pour enfin verser l'apport d'une maison dans un beau quartier. » L'annonce d'embarquement a résonné dans le hall. Thomas a embrassé mon front profondément. « Attends-moi. » Je suis resté figé, regardant son dos disparaître à travers le contrôle de sécurité jusqu'à ce que ma vision se brouille de larmes. Les voyageurs autour de moi se pressaient, personne ne remarquant la femme en pleurs dans un coin. J'ai essuyé mes yeux avec un mouchoir, pris une profonde inspiration et me suis tourné pour quitter l'aéroport. À l'arrière du VTC, je me suis appuyé contre la vitre, regardant les rues familières de Paris défiler floues. Le chauffeur m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. « Vous raccompagnez quelqu'un ?» J'ai hoché la tête sans dire un mot. « Vu votre tristesse, ce doit être un petit ami ou un mari ?»« Mon mari » ai-je répondu doucement. Le chauffeur a soupiré. « C'est dur pour les jeunes couples de nos jours, devoir vivre séparés pour le travail. Mais ne vous inquiétez pas, un homme bien revient toujours. » J'ai esquissé un faible sourire mais je n'ai pas répondu. La voiture est bientôt arrivée devant notre immeuble à Boulogne-Billancourt. J'ai payé la course et je suis entré dans l'appartement que Thomas et moi partagions. L'appartement vide résonnait sous mes pas. Je suis resté dans l'entrée à regarder la paire de chaussons qu'il avait laissée près de la porte, et un rire amer m'a échappé. J'ai enlevé mes talons, marché pieds nus dans le salon et me suis effondré sur le canapé. Sortant mon téléphone de mon sac, j'ai ouvert mon application bancaire. Le solde de notre compte joint s'affichait clairement, 600 482,17 €. C'était toutes nos économies de 5 ans de mariage. Mon salaire était viré directement sur ce compte chaque mois. Thomas disait que c'était mieux pour la gestion financière. Je n'ai jamais remis cela en question parce que je lui faisais confiance. Je croyais en notre mariage jusqu'à il y a 3 jours. Cet après-midi-là, j'avais quitté le travail plus tôt pour surprendre Thomas. En approchant de notre immeuble, je l'ai vu sortir d'un café dans la rue avec une autre femme. Son bras était passé sous le sien et il riait intimement. Je me suis figé. Thomas ne m'a pas vu. Il a accompagné la femme jusqu'au trottoir et a hélé un taxi pour elle. Avant qu'elle ne monte, Thomas s'est penché et l'a embrassée sur la joue. Je me suis caché derrière un grand platane, mon cœur semblant être broyé dans un étau, la douleur rendant ma respiration difficile. Après le départ du taxi, Thomas s'est retourné et a marché vers notre immeuble. Je ne l'ai pas confronté. Au lieu de cela, j'ai fait un long détour avant de rentrer. Ce soir-là, Thomas est rentré en agissant tout à fait normalement. « Juliette, désolé, j'ai eu une réunion tardive au bureau. Tu as mangé ?» Il s'est approché et m'a embrassé sur la joue avec des contractions. J'ai réprimé l'envie de reculer. « J'ai déjà mangé » ai-je dit avec un sourire. « Je t'ai gardé une assiette dans le four. Tu es la meilleure, chérie. » Il a souri et est allé à la cuisine pour réchauffer son dîner. Je me suis assise dans le salon en regardant son dos alors qu'il s'affairait et soudain, il m'a semblé être un parfait étranger. Après le dîner, Thomas a abordé le sujet comme si c'était une réflexion après coup. « Oh, au fait, Juliette, l'entreprise a un gros projet à Montréal. Ils veulent que je le dirige. Je devrais peut-être être là-bas pour 2 ans. » Ma main a tremblé, renversant presque mon verre d'eau. 2 ans? C'est si long. Oui, c'est un projet à long terme, mais c'est une opportunité unique. Mon patron a dit que si je réussis ça, j'ai une promotion garantie au poste de vice-président à mon retour. Ses yeux brillaient d'excitation.
Et moi alors, ai-je demandé d'une petite voix. Thomas est venu et a passé ses bras autour de mes épaules. Tu continues juste à travailler ici. Je t'enverrai de l'argent pour les dépenses courantes chaque mois. 2 ans seront passés avant que tu ne t'en rendes compte. À mon retour, on sera à l'abri pour la vie. Je me suis appuyé contre son épaule et j'ai fermé les yeux, des larmes traçant silencieusement des chemins sur mes joues. À ce moment-là, j'ai tout compris. Il n'allait pas à Montréal pour un projet. Il partait pour être avec cette femme. La mission professionnelle n'était qu'un mensonge élaboré. Le lendemain, j'ai pris une journée de congé. J'avais besoin de connaître la vérité. J'ai engagé un détective privé recommandé par une amie de fac. Le détective, nommé Philippe Laroche, un homme proche de la quarantaine qui semblait professionnel et fiable, m'a demandé, alors, Mademoiselle Martin, que puis-je vous aider à enquêter, assis en face de moi dans un café calme. Je lui ai tout raconté, y compris la scène dont j'avais été témoin. Philippe a hoché la tête. Je comprends. Dans des situations comme celle-ci, s'il y a infidélité, il y a généralement des traces. Donnez-moi une semaine. Je vous fournirai un rapport complet. Merci. Je me suis levé pour partir. Mademoiselle Martin m'a appelé Philippe. Parfois, la vérité peut être dure. Êtes-vous prête pour ce que vous pourriez découvrir? Je lui ai fait un sourire ironique. Peu importe à quel point c'est dur, j'ai besoin de savoir. Les jours suivants, j'ai vécu dans le mensonge. J'allais au travail, je rentrais, je cuisinais pour Thomas, et nous discutions de notre journée. En surface, nous étions le même couple aimant, mais je savais que mon cœur était mort. Thomas était occupé à préparer son voyage, réservant des vols, faisant ses valises, organisant son visa. Il était complètement absorbé par l'excitation de sa nouvelle vie, totalement inconscient de mon changement d'attitude. Une semaine plus tard, Philippe m'a retrouvé au même café. Il m'a tendu une grande enveloppe Kraft. Mademoiselle Martin, voici le rapport. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une épaisse pile de photos et de documents. Chaque photo était un coup de poignard dans mon cœur. Thomas et la femme se tenant la main en faisant du shopping sur l'avenue Montaigne. Thomas et la femme entrant à l'hôtel Coste. Thomas et la femme dînant intimement dans un restaurant étoilé. Mes mains tremblaient. La voix de Philippe semblait venir de loin. Elle s'appelle Claire Mercier. C'est la nouvelle directrice marketing de l'entreprise de votre mari. Ils ont commencé à se voir il y a 3 mois. D'après mon enquête, votre mari va effectivement à Montréal, mais pas pour un voyage d'affaires. Lui et mademoiselle Mercier immigrent. Il a déjà acheté un appartement là-bas, et l'apport a été fait avec l'argent de votre conjoint. Le monde tournait autour de moi. Ça va? Voulez-vous un peu d'eau? A demandé Philippe avec inquiétude. J'ai agité la main, me forçant à me calmer et à continuer de lire. Le dossier comprenait des captures d'écran de leurs messages. Claire, encore un peu de patience. Une fois que j'aurai installé Juliette, nous pourrons enfin être ensemble au grand jour. Thomas, je t'attends, ma chérie. De toute façon, tu as déjà déplacé la plupart de l'argent du conjoint. C'est juste une femme. Que peut-elle faire? Claire, c'est vrai. Tout son salaire est allé sur ce compte pendant des années. Je l'ai investi. Elle a très peu d'économies personnelles. Elle ne pourra pas faire grand-chose après le divorce. Thomas, alors quand vas-tu lui annoncer? Claire, pas besoin. Je vais d'abord à Montréal. Après 6 mois, je lui dirai que j'ai rencontré quelqu'un d'autre là-bas et que je veux divorcer. Comme ça, elle ne fera pas de scène. Puisque c'est moi qui initie la chose, elle aura l'air mesquine si elle se bat. Thomas, tu as pensé à tout. Alors, quand commençons-nous à décorer notre place à Montréal? Claire, dès que j'arrive. Ne t'inquiète pas. Nous allons avoir une vie merveilleuse. J'ai refermé le dossier, fermé les yeux et pris une longue et profonde inspiration. 5 ans de mariage. C'était une escroquerie méticuleusement planifiée. Mademoiselle Martin, que comptez-vous faire? A demandé Philippe en me tendant un verre d'eau. J'ai ouvert les yeux, mon regard désormais ferme. Je vais virer chaque centime de ce compte joint. Est-ce légal? C'est un compte joint. J'ai le droit d'accéder au fonds, ai-je dit avec un rire froid. De plus,
La majeure partie de cet argent provient de mon salaire. Il pense que je suis une imbécile qui va juste rester assise ici et attendre qu'il revienne pour me larguer. Il rêve. Philippe a hoché la tête. Je comprends. Si vous avez besoin d'aide juridique, je peux vous recommander une excellente avocate. Merci. J'en aurai besoin. En quittant le café, je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé directement à la banque. Le guichetier a semblé surpris par le montant que je voulais transférer. Madame, c'est une somme substantielle. Êtes-vous sûr de vouloir transférer la totalité du solde? Je suis sûr. Vers mon compte personnel. D'accord. Veuillez entrer votre code PIN. J'ai tapé les chiffres et regardé l'écran clignoter. Transfert réussi. Une vague de soulagement m'a envahi. 600 000 euros. Tout sur mon compte personnel. C'était ce que je méritais. C'était mon sang, ma sueur et mes larmes des 5 dernières années. Quand je suis rentré, Thomas n'était pas encore là. Je me suis assise sur le canapé et j'ai commencé à reconstituer les 5 dernières années. Nous nous étions rencontrés par un ami commun. Je venais d'obtenir mon diplôme et je travaillais comme rédactrice dans une petite agence. Thomas avait 3 ans de plus, déjà chef de projet dans une multinationale. Il était mature, stable et charmant. Il m'a poursuivi sans relâche, fleurs, cadeaux, venant me chercher au travail tous les jours. Il disait qu'il était tombé amoureux de moi dès qu'il m'avait vu, que j'étais la fille la plus authentique et la plus gentille qu'il ait jamais rencontrée. J'ai été séduite par ses mots doux et j'ai rapidement accepté d'être sa petite amie. 1 an plus tard, nous étions mariés. Le mariage n'était pas extravagant, mais il était chaleureux et charmant. Je pensais avoir trouvé l'homme avec qui je pourrais passer le reste de ma vie. Notre vie conjugale semblait heureuse. Thomas était bon avec moi. Il dînait avec moi tous les soirs et nous sortions le week-end. Je pensais que c'était ce que le mariage devait être. Mais en y repensant maintenant, tant de détails clochaient. Thomas insistait toujours pour que je dépose mon salaire sur notre compte joint pour la planification financière. Mais je n'ai jamais vu un seul relevé pendant toutes ces années. Je ne savais jamais où allait l'argent. Il rentrait souvent tard en prétendant travailler, mais quand je l'appelais, j'entendais un bruit de fond bruyant comme un bar ou un restaurant. Il était indifférent à ma famille, trouvant toujours des excuses pour ne pas rendre visite à mes parents pendant les vacances. Il était occupé par le travail, disait-il, pourtant il avait toujours du temps pour ses propres amis. Je me disais qu'il était juste stressé par le travail. Je me disais qu'il était juste introverti. J'ai inventé 1000 excuses pour me convaincre que mon mariage était heureux. En y repensant maintenant, j'étais une blague complète. À 20h, Thomas est rentré. Juliette, je suis là. Il m'a embrassé sur la joue comme d'habitude. J'ai réprimé mon dégoût et j'ai souri. Tu es rentré. Tu as mangé? Ouais, un dîner d'équipe au bureau, a-t-il dit en enlevant sa veste. Au fait, je pars après-demain. Je dois juste boucler quelques trucs au travail. Sitôt? J'ai faim la surprise. Ouais, le projet a un calendrier serré. Il s'est assis sur le canapé. Juliette, pendant que je suis parti pour ces 2 ans, tu dois bien prendre soin de toi. Ne dépense pas d'argent imprudemment. Économise là où tu peux. J'ai presque éclaté de rire. Il était sur le point de prendre tout notre argent et de s'enfuir, et il avait le culot de me dire de ne pas dépenser imprudemment. Je le ferai, ai-je dit en baissant les yeux. Thomas, prends soin de toi à Montréal aussi. Bien sûr que je le ferai, il m'a pris la main. À mon retour, on achètera cette grande maison qu'on a toujours voulu, et ensuite on aura un bébé. Un bébé? Son bébé avec Claire? J'ai juste souri et je n'ai rien dit. Cette nuit-là, nous avons dormi dans le même lit comme toujours, mais je me suis retourné sans cesse, incapable de dormir. L'homme couché à côté de moi était sur le point de prendre nos économies et de s'enfuir avec une autre femme, et je devais encore jouer mon rôle dans cette mascarade. Le lendemain, je suis allé travailler comme d'habitude. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé l'avocate que Philippe m'avait recommandée. Bonjour. Je viens de la part de Philippe Laroche. J'ai besoin de vous consulter pour un divorce. Bien sûr, racontez-moi votre situation. La voix de l'avocate était professionnelle et rassurante. Je lui ai tout raconté.
Après avoir écouté, l'avocate, Maître Dubois, a dit, d'après ce que vous décrivez, votre mari a commis un adultère et tente de transférer des biens matrimoniaux. Votre action de déplacer l'argent du compte joint vers votre compte personnel est juridiquement justifiable car il s'agit de biens communs et vous avez le droit de contrôler les fonds. Donc, si je demande le divorce maintenant, à quoi puis-je m'attendre, ai-je demandé. Premièrement, vous pouvez demander des dommages et intérêts pour préjudice moral car il est la partie fautive. Deuxièmement, concernant le partage des biens, si vous pouvez prouver que la majorité des fonds du compte joint provenaient de votre salaire, vous pouvez plaider pour une part plus importante. De plus, si votre mari a utilisé des fonds conjugaux pour acheter une propriété à l'étranger, cette propriété est également sujette au partage. Son analyse m'a donné une voie claire à suivre. Quels documents dois-je préparer? Votre livret de famille, vos numéros de sécurité sociale, les preuves de son infidélité, une liste des actifs, les relevés bancaires, etc. Vous pouvez commencer à rassembler tout cela et nous pouvons fixer un rendez-vous pour en discuter en détail. Après avoir raccroché, j'ai commencé à préparer les documents. Le livret de famille et nos cartes vitales étaient dans un tiroir à la maison. Philippe m'avait déjà donné un ensemble complet de preuves de la liaison. Je pouvais imprimer les relevés bancaires en ligne. Tout était prêt. En rentrant du travail, ma mère a appelé. Juliette, j'ai entendu dire que Thomas part à Montréal pour le travail. Oui, maman. L'entreprise l'envoie, ai-je dit calmement. Et toi alors? Tu vas aller bien toute seule à la maison, a demandé ma mère, la voix pleine d'inquiétude. Je vais bien aller, maman. Je suis une adulte. Je peux prendre soin de moi. Mais 2 ans, c'est long. Peut-être que tu devrais aller avec lui. Maman, mon travail est ici. Je ne peux pas juste démissionner. De plus, il y va pour le travail, pas pour y vivre définitivement. Ça ne sert à rien que j'y aille. Ma mère a soupiré. Je suppose. Eh bien, prends soin de toi. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je le ferai, maman. Après avoir raccroché, j'ai souri amèrement. Je ne pouvais pas imaginer à quel point ma mère aurait le cœur brisé si elle savait que j'étais sur le point de divorcer, mais je n'avais aucun regret. Il valait mieux mettre fin à un mariage sans amour que d'y souffrir. Quand je suis rentré, Thomas faisait ses valises. Une grande valise était remplie de vêtements et d'articles de toilette. Juliette, viens voir si j'ai oublié quelque chose, a-t-il demandé en se tournant vers moi. Je me suis approché et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. On dirait que tu as tout. Super, il a fermé la valise. Je pars demain. Allons faire un bon dîner ce soir. Une petite fête d'adieu. D'accord, j'ai forcé un sourire. Nous sommes allés dans un restaurant chic du centre de Paris. C'était là où nous avions eu notre premier rendez-vous et où nous fêtions toujours notre anniversaire. Thomas a commandé du vin rouge, un steak et mon tiramisu préféré. Juliette, ça va être dur pour toi ces 2 ans, a-t-il dit en levant son verre. À mon retour, je te promets que je me rattraperai. J'ai levé mon verre et l'ai entrechoqué contre le sien. J'attendrai. Le vin était doux amer, tout comme notre mariage. Doux en surface, mais amer en dessous. Oh, après mon départ, si tu as besoin d'argent pour quoi que ce soit, prends-le simplement sur le compte joint, a dit Thomas. J'ai laissé plein d'argent dessus pour toi. J'ai failli éclater de rire. Il ne restait presque rien sur ce compte et il me disait qu'il m'en avait laissé plein. D'accord, je le ferai, ai-je dit en me concentrant sur la découpe de mon steak. Juliette, Thomas a soudainement saisi ma main. Je sais que tu seras seule ces 2 prochaines années, mais tu dois m'attendre. Nous avons une relation si forte. Nous pouvons surmonter ça. J'ai regardé dans ses yeux, qui étaient remplis de sincérité. Si je n'avais pas vu les preuves, je l'aurais cru. Je t'attendrai, ai-je dit. Nous sommes rentrés tard cette nuit-là. Thomas avait beaucoup bu et a passé tout le trajet du retour à parler de ses projets d'avenir. Il disait qu'à son retour, nous passerions à une plus grande maison. Il disait qu'à son retour, nous irions aux Maldives pour une seconde lune de miel. Il disait qu'à son retour, nous aurions un bébé. En écoutant ces paroles, je ne ressentais rien d'autre que de l'ironie. Il réaliserait probablement toutes ses promesses avec Claire. Je n'étais qu'un tremplin dans sa vie.
Le matin où j'ai emmené Thomas à l'aéroport, j'ai mis plus de maquillage, surtout du fard à paupières sombres, pour rendre mes pleurs plus convaincants. Thomas tirait sa valise tandis que je tenais son bras. Nous ressemblions à n'importe quel autre couple amoureux, jouant une scène d'adieu douloureux. Juliette, ne pleure pas. 2 ans seront passés avant que tu ne t'en rendes compte, a dit Thomas en essuyant mes larmes. Je sais. Je ne peux juste pas supporter de te voir partir. J'ai sangloté. Petite sotte, il m'a serré dans ses bras. Tu dois prendre soin de toi. Je t'appellerai tout le temps. Hum. J'ai enfoui ma tête dans son torse, mes larmes trempant sa chemise. C'était l'heure d'embarquer. Thomas m'a donné un dernier baiser. Attends-moi. J'attendrai, ai-je dit avec un sourire. Je suis resté là, le regardant passer le portique de sécurité, sa silhouette devenant de plus en plus petite jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Il y avait tant de gens qui se disaient au revoir, certains pleuraient, certains riaient. Personne ne savait ce que la femme à l'air le plus brisé parmi eux pensait vraiment. J'ai essuyé mes larmes et me suis détourné de la porte. Dans le taxi, j'ai vérifié l'heure sur mon téléphone. Il était 10 heures du matin. Le tribunal était ouvert, mais je n'étais pas pressé. J'ai demandé au chauffeur de me ramener chez moi. De retour à la maison, j'ai pris une longue douche, enlevant tout mon maquillage. Je me suis changé pour une robe bleu marine propre et simple qui semblait digne et correcte. Je me suis assise à ma coiffeuse, regardant mon reflet dans le miroir. La fille naïve d'il y a 5 ans avait disparu, remplacée par une femme au regard déterminé. J'ai pris mon téléphone et envoyé un texto à Philippe. Gardez un œil sur les mouvements de Thomas après son atterrissage à Montréal. Une réponse est arrivée rapidement. Compris. Ensuite, j'ai envoyé un texto à l'avocate, Maître Dubois, je serai à votre cabinet à 14 heures aujourd'hui. Elle a répondu, c'est noté. À tout à l'heure. Une fois tout organisé, j'ai attrapé mon sac à main. À l'intérieur se trouvaient tous les documents nécessaires. Notre livret de famille, ma carte d'identité, les cartes bancaires et le rapport d'enquête de Philippe. À 11 heures précises, j'ai quitté la maison. Le tribunal judiciaire n'était pas loin, environ 20 minutes de marche. J'ai décidé de marcher, une dernière promenade pour marquer la fin de ce chapitre de ma vie. Les rues étaient animées. Chacun vaquait à ses occupations. Personne ne remarquait une femme marchant vers le tribunal pour mettre fin à son mariage de 5 ans. Le hall du tribunal était relativement calme. Je suis allé à l'accueil. Excusez-moi. Je voudrais déposer une demande de divorce. La greffière m'a regardé. Est-ce un divorce par consentement mutuel ou contentieux? Contentieux, ai-je dit. Alors vous devrez déposer une requête auprès du juge aux affaires familiales. C'est une procédure qui nécessite un avocat, a-t-elle expliqué. J'ai fait une pause. Je pensais pouvoir juste déposer le dossier ici directement. Je vois. Merci. Je me suis tourné et j'ai quitté le bâtiment. Il semblait que j'avais trop simplifié les choses. Le divorce n'était pas juste une question de dire qu'on en voulait un. C'était une procédure légale stricte. J'ai sorti mon téléphone et appelé mon avocate. Maître Dubois, je suis passé au tribunal. Ils ont confirmé la procédure. C'est exact. Puisque votre mari est maintenant à l'étranger et que c'est un divorce pour faute, nous devons assigner. Venez à mon bureau cet après-midi et nous passerons en revue la stratégie. D'accord. Après avoir raccroché, je suis resté devant le tribunal à regarder les gens aller et venir. Certains rayonnaient, venant peut-être pour un mariage ou un pax. D'autres avaient l'air misérables. Le mariage est comme une forteresse, pensais-je. Les gens à l'extérieur veulent y entrer, et les gens à l'intérieur veulent en sortir. À 14 heures, j'étais dans le bureau de Maître Dubois. C'était une femme dans la quarantaine, vive et compétente. Elle m'a offert un siège et une bouteille d'eau. Mademoiselle Martin, j'ai examiné les documents que vous avez envoyés. Votre cas est solide mais demande de la rigueur, a dit Maître Dubois. D'abord, votre mari étant maintenant à l'étranger, la signification des actes sera un peu plus complexe. Ensuite, concernant le partage des biens, nous devons faire constater la propriété qu'il a achetée à l'étranger. Je comprends, ai-je hoché la tête. Combien de temps cela prendra-t-il probablement?
Si les choses se passent bien, environ 6 mois à 1 an. S'ils ne coopèrent pas, cela pourrait prendre plus longtemps. Je peux attendre. Lançons la procédure maintenant, ai-je dit. Très bien. Maître Dubois a sorti un document. Voici le projet de requête en divorce pour faute. Veuillez le relire et voir si vous avez des modifications. Je l'ai lu attentivement. La requête détaillait les torts de Thomas, y compris son infidélité et le transfert d'actifs matrimoniaux. C'est parfait. J'ai signé mon nom. Alors nous déposerons cela au tribunal demain, a dit Maître Dubois. Aussi, le fait que vous ayez transféré les fonds du compte joint, il vaut mieux garder cela confidentiel pour l'instant jusqu'à ce que nous ayons sécurisé la situation. S'il le découvre, il pourrait essayer de prendre des mesures préventives. Je comprends, ai-je dit. Personne ne le sait à part vous. En quittant le cabinet d'avocat, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Le chemin vers le divorce était long, mais j'avais fait le premier pas. En rentrant chez moi, j'ai commencé à emballer les affaires de Thomas. Ses vêtements, ses livres, ses photos. Chaque objet faisait autrefois partie de ma réalité, mais maintenant il ne m'inspirait que du dégoût. J'ai tout mis dans des cartons, prévoyant de les expédier chez ses parents. Qu'ils voient quel genre de fils ils ont élevé. Pendant que j'emballais, mon téléphone a sonné. C'était Thomas. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Juliette, j'ai atterri à Montréal. La voix de Thomas semblait excitée. Oh, le vol s'est bien passé? J'ai essayé de garder une voix normale. C'était super. Le temps ici est agréable, mais le décalage horaire est dur, a-t-il dit. Comment s'est passée ta journée? Tu as beaucoup pleuré? Ça va, ai-je dit. Tu devrais te reposer, Thomas. Je t'aime. J'ai fait une pause de quelques secondes, puis j'ai dit, moi aussi. Après avoir raccroché, j'ai fixé le journal d'appel sur mon téléphone et j'ai ri. Il disait qu'il m'aimait, mais il n'aimait qu'une femme naïve et crédule qui lui remettrait joyeusement son argent. Il n'a jamais aimé la vraie moi. Les jours suivants, je suis allé travailler comme d'habitude et j'ai continué à vider ses affaires le soir. J'ai tout emballé et organisé l'expédition. J'ai aussi réorganisé les meubles et retiré toutes nos photos ensemble. L'appartement s'est lentement transformé en un espace qui était le mien seul. Sans sa présence, je ressentais un sentiment de liberté. 5 jours plus tard, Maître Dubois a appelé. Mademoiselle Martin, la requête a été déposée et enregistrée par le tribunal. C'était rapide, ai-je dit, surprise. Oui, votre dossier était très complet. Donc, la procédure s'est déroulée sans accroc, a-t-elle dit. Ensuite, le tribunal va convoquer votre mari. Il devra répondre dans un délai imparti. S'il ne répond pas, le juge pourra rendre une décision par défaut. D'accord, je comprends. Après avoir raccroché, j'ai laissé échapper un long soupir. Tout se déroulait comme prévu. Ce soir-là, Thomas m'a appelé en visio. À l'écran, il était dans une pièce inconnue avec des baies vitrées montrant une ligne d'horizon urbaine la nuit. Juliette, regarde. C'est mon appartement à Montréal, a-t-il dit en faisant pivoter le téléphone. Sympa, non? J'ai regardé l'appartement élégant et j'ai ricané intérieurement. Ce doit être l'appartement qu'il a acheté avec notre argent. C'est très beau, ai-je dit. Tu vis là tout seul? Ouais. Un 2 pièces que l'entreprise a arrangé pour moi, a-t-il dit avec un sourire. C'est un peu vide, cependant. Ce serait parfait si tu étais ici avec moi. J'ai failli rire. Il vivait probablement là avec Claire et jouait encore la comédie. Quand tu reviendras, nous serons de nouveau ensemble, ai-je dit. Ouais, tu vas me manquer. Après la fin de l'appel, je me suis assise sur le canapé, hébété. Les talents d'acteur de cet homme étaient incroyables. Si je n'avais pas vu les preuves de mes propres yeux, j'aurais pu être dupe pour le reste de ma vie. Une semaine plus tard, Philippe m'a envoyé un nouveau rapport. Il contenait des photos de Thomas et Claire à Montréal. Ils faisaient les courses ensemble, cuisinaient ensemble, se promenaient ensemble. Ils ressemblaient à un couple de jeunes mariés. Il y avait aussi une photo d'eux dans une agence immobilière. La note de Philippe disait « Il regardait une maison à Vancouver, prévoyant de prendre une hypothèque au nom de l'entreprise de votre mari. »
J'ai sauvegardé toutes les photos comme nouvelle preuve. Quand Maître Dubois les a vues, elle a dit, avec ça, nous pouvons demander une saisie conservatoire sur ces biens pour l'empêcher de transférer davantage de propriétés. S'il vous plaît, faites-le, ai-je dit. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Martin, a dit Maître Dubois. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir le meilleur résultat possible. Les hommes comme votre mari doivent payer pour leurs actes. J'ai hoché la tête. Oui, il doit payer. 2 semaines plus tard, Thomas a reçu la convocation du tribunal. Cette nuit-là, il m'a appelé, la voix remplie de rage. Juliette, tu es folle? Pourquoi as-tu demandé le divorce? Parce que je sais pour toi et Claire, ai-je dit calmement. Il y a eu un silence à l'autre bout pendant quelques secondes. Quoi? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. La voix de Thomas était maintenant teintée de panique. Arrête de faire semblant, Thomas. J'ai ricané. Je sais que tu n'es pas à Montréal pour le travail. Tu vis avec Claire. Je sais que tu as utilisé notre argent pour acheter un appartement là-bas, et je sais que tu n'as jamais prévu de revenir. Juliette, écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. Plus d'explications. Je l'ai coupé. J'ai déposé les papiers. On se verra au tribunal. Comment oses-tu? Tu as transféré l'argent du compte joint, n'est-ce pas? C'est un bien matrimonial. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Thomas a finalement laissé tomber le masque. La majeure partie de cet argent était mon salaire. Quel est le problème si je le prends, ai-je rétorqué. Et toi? Utiliser des biens matrimoniaux pour acheter une maison dans un autre pays, n'est-ce pas dissimuler des actifs? Thomas était silencieux. Juliette, tu vas regretter ça, a-t-il dit d'un ton menaçant. Qu'est-ce que tu penses obtenir de ce divorce? Tu n'auras rien. On verra bien, ai-je dit, et j'ai raccroché. Après l'appel, mes mains tremblaient. Même si j'étais préparé à cela, la confrontation réelle était toujours douloureuse. Les jours suivants, Thomas m'a constamment appelé et envoyé des messages, parfois implorant le pardon, parfois me menaçant. J'ai tout ignoré. J'ai concentré toute mon énergie sur mon travail et le procès. Maître Dubois était incroyablement professionnel. Elle m'a aidé à préparer toutes les preuves de la liaison de Thomas, les preuves de son transfert d'actifs, et mes fiches de paie des 5 dernières années. Mademoiselle Martin, vous avez un dossier très solide, m'a assuré Maître Dubois. Votre mari est clairement en tort et a transféré illégalement des biens matrimoniaux. Le tribunal statuera presque certainement en votre faveur. Merci, maître. Je vous en prie. C'est mon travail, a-t-elle dit. Restez forte. Ce sera bientôt fini. J'ai hoché la tête. Oui, je devais être forte. Je n'étais plus la fille naïve d'il y a 5 ans. 1 mois plus tard, l'audience a eu lieu. Thomas n'est pas rentré au pays. Il était représenté par un avocat. L'audience s'est bien passée. Maître Dubois a présenté toutes les preuves au tribunal. L'avocat de Thomas a essayé d'argumenter que les photos étaient truquées et que l'achat immobilier était un investissement, mais face à des preuves solides, ses arguments étaient faibles. Le juge a levé la séance et annoncé qu'un verdict serait rendu à une date ultérieure. En sortant de la salle d'audience, Maître Dubois m'a tapoté l'épaule. Vous avez été formidable, mademoiselle Martin. Maintenant, nous attendons juste les bonnes nouvelles. J'ai souri. Merci, maître. Le jour où le verdict est tombé était une belle journée ensoleillée. Maître Dubois m'a appelé. Mademoiselle Martin, le jugement est là. Le tribunal a statué en notre faveur. Le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux. En termes d'actifs, on vous attribue la totalité du solde du compte joint plus la moitié de la valeur de la propriété que votre ex-mari a achetée à l'étranger. De plus, il est condamné à vous payer 70 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. En écoutant la nouvelle, j'ai commencé à pleurer. Pas de joie, mais de soulagement. J'étais enfin libre. Merci, maître. Merci beaucoup, ai-je dit à travers mes larmes. Vous le méritez, a-t-elle dit. Maintenant, allez vivre votre vie. Oubliez le passé et prenez un nouveau départ. Je le ferai. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau et j'ai regardé le ciel.
5 ans de mariage avaient pris fin. Je pensais que je serais dévasté, mais à ce moment-là, tout ce que je ressentais était un profond sentiment de libération. Ce soir-là, je suis sorti dîner avec quelques bonnes amies. Juliette, félicitations pour ta liberté. Ma meilleure amie Sarah a porté un toast. J'ai levé mon verre et l'ai entrechoqué avec les leurs. Merci les filles d'avoir été avec moi à travers tout ça. Ce salaud a eu ce qu'il méritait. Une autre amie, Émilie, a dit avec colère, après tout ce que tu as fait pour lui, il t'a trahi comme ça. Laissons le passé au passé, ai-je dit avec un sourire. À partir de maintenant, je vais vivre pour moi-même et ne plus perdre de temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. C'est vrai, a dit Sarah. À la nouvelle vie de Juliette. Nous avons trinqué et bu. La vie après le divorce était différente de ce que j'avais imaginé. Je pensais que je serais triste, pleurant pour m'endormir chaque nuit. Mais en réalité, je me sentais libéré. Sans Thomas, je n'avais plus à m'inquiéter de quand il rentrerait. Plus besoin de marcher sur des œufs pour lui plaire. Plus besoin de remettre tout mon salaire. J'ai repensé ma vie. D'abord, j'ai complètement redécoré l'appartement, me débarrassant de tout ce qui me rappelait Thomas. J'ai acheté de nouveaux meubles et peint les murs. L'endroit semblait frais et nouveau, tout comme ma vie. Deuxièmement, je me suis inscrite à un cours de yoga. J'y allais après le travail tous les jours. C'était génial pour mon corps et mon esprit. J'ai aussi appris à cuisiner différentes cuisines. Quand Thomas était là, je faisais toujours les plats classiques qu'il aimait. Maintenant, je pouvais faire tout ce que je voulais manger. J'ai aussi commencé à voyager. J'ai fait un sac et je suis allé dans tous les endroits que j'avais toujours voulu voir mais jamais eu la chance de visiter. J'ai rencontré des gens intéressants, entendu des histoires fascinantes. J'ai réalisé que le monde était tellement plus grand que mon mariage raté avec tant d'autres choses valant la peine d'être poursuivi. 6 mois plus tard, la mère de Thomas m'a trouvé. Juliette, peux-tu s'il te plaît pardonner à Thomas? Il sait qu'il a eu tort, a-t-elle dit en me tenant la main, les yeux rouges. J'ai doucement retiré ma main. Je suis désolé, Madame Evans. Je ne peux pas. Mais vous avez été mariés pendant 5 ans. Vous aviez une connexion si profonde. Comment peux-tu juste finir comme ça? Elle a supplié. Une relation ne peut pas être maintenue par l'effort d'une seule personne, ai-je dit calmement. Thomas m'a trompé. C'est un fait. Je ne peux pas lui pardonner. Il était juste confus un moment. Il a été séduit par cette traînée, a-t-elle dit agitée. Il a déjà rompu avec elle. Il veut revenir vers toi. J'ai ri froidement. Il a rompu avec elle. Est-ce parce que le tribunal lui a ordonné de me payer et que maintenant il est fauché? Son visage a pâli. Je sais que vous souffrez et je sais que vous avez pitié de votre fils, ai-je dit. Mais s'il vous plaît, essayez de comprendre ma position. Thomas et moi sommes divorcés. Nous ne nous remettrons pas ensemble. S'il vous plaît, ne venez plus me chercher. Sur ce, je me suis tourné et je suis parti. Je pouvais l'entendre sangloter derrière moi, mais je ne me suis pas retourné. Je savais que j'étais froide, mais je ne le regrettais pas. J'avais donné sa chance à Thomas. C'est lui qui l'avait jeté. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré un homme au travail nommé Benjamin. C'était le nouveau manager du service marketing, quelques années plus âgé que moi, mature, stable et très charmant. Nous avons appris à nous connaître à travers un projet professionnel. Il était très gentil avec moi, m'aidant souvent avec des problèmes liés au travail. Un jour, il m'a invité à dîner. Juliette, j'ai entendu dire que tu es divorcée, a-t-il dit franchement. J'étais un peu surprise mais j'ai hoché la tête. Oui. Vois-tu quelqu'un en ce moment, a-t-il demandé en me regardant droit dans les yeux. J'ai secoué la tête. Non. Alors, puis-je avoir la chance de t'inviter, a-t-il dit avec ferveur. Je sais que c'est peut-être trop tôt, mais je t'apprécie vraiment. J'aime ton indépendance, ta force, ta gentillesse. Je veux prendre soin de toi, te protéger et te donner un foyer chaleureux. J'ai regardé dans ses yeux sincères et j'ai senti un remous dans mon cœur. Mais j'ai quand même secoué la tête. Je suis désolé, Benjamin. Je ne suis pas prête pour une nouvelle relation en ce moment. Je comprends, a-t-il dit. Alors j'attendrai.
Peu importe le temps que ça prendra, j'attendrai. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et je me suis assise sur mon balcon en regardant les étoiles. Peut-être qu'un jour je croirai à nouveau en l'amour, mais pour l'instant, je voulais juste m'aimer moi-même. 1 an plus tard, le jugement du tribunal a été exécuté. Thomas a payé les dommages et m'a transféré l'équivalent en espèces de sa moitié de la propriété de Montréal. Avec les 600 000 € du compte joint, j'avais maintenant près d'1 million d'euros d'économie. C'était plus que suffisant pour vivre une vie confortable. J'ai utilisé une partie de l'argent pour ouvrir un petit café juste en bas de mon immeuble. Ce n'était pas grand, mais c'était confortable et accueillant. Chaque matin, je préparais du café pour mes clients. L'après-midi, je m'asseyais près de la fenêtre, lisais un livre et profitais du soleil. La vie est devenue simple et belle. Un jour, Sarah est venue à mon café. « Juliette, tu as l'air vraiment heureuse maintenant », a-t-elle dit. « Ah bon ?» J'ai souri. « Je le sens aussi. »« Tu regrettes parfois ?» a-t-elle demandé soudainement. J'ai réfléchi un instant et j'ai secoué la tête. Aucun regret. Ce mariage m'a apporté beaucoup de douleur, mais il m'a aussi fait grandir. J'ai appris à me protéger, à ne pas faire confiance aveuglément, et surtout à m'aimer moi-même. Croiras-tu à nouveau en l'amour? J'ai regardé la lumière du soleil filtrée par la fenêtre et j'ai souri. Oui, mais la prochaine fois je serai plus prudente, plus rationnelle. Je ne m'abandonnerai plus jamais au nom de l'amour. Sarah a hoché la tête en signe d'approbation. Tu as changé en mieux. Oui, j'avais changé. Je n'étais plus la fille naïve et facile à tromper. J'étais devenue une femme indépendante et forte qui savait ce qu'elle voulait. 2 ans plus tard, un après-midi, une silhouette familière est entrée dans mon café. C'était Thomas. Il avait l'air hagard avec des mèches grises dans les cheveux. « Juliette » a-t-il dit mon nom, la voix rauque. Je l'ai regardé calmement. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je voulais m'excuser, a-t-il dit. Je suis désolé pour tout. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses terribles. Je t'ai blessé, a-t-il continué. Je le regrette tellement maintenant, mais je sais qu'il est trop tard. Je voulais juste te le dire. Je suis désolé. D'accord, je t'ai entendu, ai-je dit. C'est tout? Thomas a été surpris. Il a secoué la tête. Alors s'il te plaît, pars, ai-je dit en montrant la porte. Il m'a regardé, les yeux remplis d'amertume. Juliette, est-ce que tu ne me détestes vraiment pas du tout? J'ai réfléchi un instant. Je te détestais avant. Je te détestais tellement que je voulais me venger. Mais je ne te déteste plus. J'ai réalisé que détester quelqu'un est épuisant. Tu n'en vaux pas la peine. Es-tu heureuse maintenant, a-t-il demandé. Très heureuse. J'ai souri. Plus heureuse que je ne l'ai jamais été avec toi. Cette phrase a été comme un poignard dans son cœur. Il a eu un rire amer, s'est tourné et a quitté le café. En regardant son dos s'éloigner, j'ai soudain réalisé que l'homme que j'avais tant aimé n'était plus qu'un étranger pour moi. Le temps est une chose merveilleuse. Il guérit toutes les blessures. Maintenant, mes journées sont pleines et paisibles. Je me réveille, je fais du yoga pendant 1 heure, puis je me prépare un petit déjeuner tranquille. À 9 heures, j'ouvre le café. Pour le déjeuner, je fais quelque chose de simple comme des pâtes ou un sandwich. L'après-midi, s'il n'y a pas trop de monde, je m'assois près de la fenêtre et je lis. Je me suis récemment mise à la psychologie, et c'est fascinant. Le soir, je retrouve des amis pour dîner ou je regarde un film à la maison. Le week-end, je vais faire de la randonnée dans les forêts environnantes ou je visite des musées. La vie est calme, mais elle est belle. Surtout, je me suis retrouvé. Je n'ai besoin de dépendre de personne. Je peux vivre ma vie indépendamment et affronter le monde selon mes propres termes. Il y a 6 mois, Benjamin m'a invité à sortir de nouveau. Juliette, j'ai attendu 2 ans pour toi. Il a dit, je sais que tu as traversé beaucoup de choses, et je ne te presse pas, mais je veux que tu saches que je suis toujours là à attendre. À ce moment-là, j'ai senti que je pouvais peut-être lui donner une chance. Benjamin, ai-je dit, je suis prête à essayer. Il était ravi et m'a serré fort dans ses bras. Vraiment? Vraiment?
J'ai souri. Mais je dois être honnête. Je ne suis pas sûr de t'aimer encore. Je suis juste prête à nous donner une chance. C'est suffisant. C'est plus que suffisant, a-t-il dit. Je te montrerai par mes actions que je suis digne de ton amour. Nous sommes ensemble depuis 3 mois maintenant. Il est merveilleux avec moi, doux, attentionné et solidaire. Il respecte mes opinions, soutient ma carrière et ne me met jamais la pression pour faire quoi que ce soit que je ne veux pas faire. Être avec lui est confortable et libérateur. C'est peut-être ce à quoi l'amour véritable est censé ressembler. Pas un tourbillon de passion, mais un courant constant. Pas de possession, mais du respect. Pas d'enfermement, mais de la liberté. Je ne sais pas ce que notre avenir nous réserve, mais je suis prête à essayer parce que je crois que tant que je m'aime assez, que je suis assez indépendante et assez forte, je ne serai plus blessée. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'une vieille connaissance qui connaissait Thomas. Il a dit que Thomas et Claire avaient rompu. Elle l'a quitté quand elle a découvert qu'il était fauché. Il est maintenant seul à Montréal, luttant pour joindre les deux bouts. Il demandait si je pouvais lui prêter de l'argent pour traverser cette période difficile. J'ai regardé le message et j'ai souri. J'ai répondu, je suis désolé. Je ne peux pas t'aider. Puis j'ai bloqué le numéro, pas parce que je suis sans cœur, mais parce que je sais que ses problèmes sont de son propre fait. Quand il m'a trahi, menti et blessé, a-t-il jamais considéré mes sentiments? Maintenant qu'il est au fond du trou, il se souvient de moi. Désolé, je ne suis pas un centre de recyclage. Je ne suis pas là pour porter le fardeau émotionnel de qui que ce soit. Je veux juste m'aimer et vivre ma vie. La semaine dernière, je suis allé à une réunion d'anciens élèves. Tout le monde prenait des nouvelles. Certains ont eu des promotions, certains ont eu leur deuxième enfant, certains ont divorcé. Quand ce fut mon tour, j'ai dit, je suis divorcé. Je possède un café. J'ai un nouveau petit ami et je suis très heureuse. Tout le monde était surpris et m'a félicité. Une camarade a demandé, Juliette, tu ne regrettes pas d'avoir divorcé? Après tout, tu as été mariée pendant 5 ans. J'ai secoué la tête. Aucun regret. Si je n'avais pas divorcé, j'aurais peut-être passé toute ma vie à vivre un mensonge. Le divorce a été douloureux, mais il m'a permis de me retrouver. Tu es si courageuse, a dit une autre camarade. Beaucoup de femmes dans ta situation auraient simplement supporté pour le bien de la famille. Je n'avais pas d'enfant à l'époque, donc le choix était plus facile, ai-je dit. Et je crois qu'une famille malheureuse est de toute façon plus dommageable pour un enfant. Tout le monde a hoché la tête en signe d'accord. Ce soir-là, j'ai bu un peu. En rentrant, je me suis tenu sur mon balcon en regardant les lumières de la ville. J'ai pensé à moi il y a 3 ans, la femme qui voyait son mari partir en larmes à l'aéroport. À l'époque, je pensais que mon monde touchait à sa fin. Mais me voici maintenant, vivant mieux que jamais auparavant. J'ai prouvé qu'une femme n'a besoin de personne pour vivre une vie merveilleuse. Aujourd'hui, une cliente spéciale est entrée dans le café. C'était une jeune fille, probablement au début de la vingtaine. Elle a commandé un café latte et s'est assise dans un coin, pleurant doucement. Je me suis approché et j'ai demandé doucement, « Avez-vous besoin d'un mouchoir ?» Elle a levé les yeux rouges. « Merci. » Je lui ai tendu un mouchoir et je me suis assise en face d'elle. « Si ça ne vous dérange pas, voulez-vous en parler ?» Elle a hésité un instant, puis a hoché la tête. Il s'est avéré qu'elle venait de découvrir que son petit ami la trompait. Elle ne savait pas quoi faire, lui pardonner ou rompre. Il a dit que c'était une erreur unique, qu'il m'aime toujours, a dit la fille. Mais je me sens si blessée, si confuse. En la regardant, je me suis souvenu de moi il y a 3 ans. Écoute-moi, ai-je dit sincèrement. Il n'y a pas de juste une fois quand il s'agit de tromperie. C'est soit 0 fois, soit d'innombrables fois. Si tu lui pardonnes cette fois, il le refera. Et quelqu'un qui t'aime vraiment ne te ferait jamais de mal comme ça. Mais nous sommes ensemble depuis 3 ans. Je ne veux pas tout jeter, a pleuré la fille. 3 ans, c'est long, ai-je dit. Mais si cette relation te cause de la douleur, elle ne vaut pas la peine d'être gardée. Tu dois apprendre à t'aimer toi-même, à te respecter. Ne gâche pas ta jeunesse pour quelqu'un qui ne le mérite pas. La fille m'a regardé, les larmes brillant dans ses yeux. Vous avez raison.
Je sais ce que je dois faire. J'ai souri. Bravo. Tu rencontreras quelqu'un de mieux. En la regardant s'éloigner, j'ai soudain senti que mon expérience pouvait aider les autres. C'est peut-être le sens de la douleur. Elle nous fait grandir et elle nous permet d'aider les autres à grandir aussi. 3 mois plus tard, un soir, je fermais la caisse du café quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu et une voix de femme a dit « Est-ce que je parle à mademoiselle Juliette Martin ?» Oui, c'est elle. Ici l'officier chef de la police de Montréal. Elle a dit « Nous devons vous informer d'une situation concernant votre ex-mari, monsieur Thomas Evans. » Mon cœur a raté un battement. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Evans a été arrêté pour fraude à l'investissement et détournement de fonds, a déclaré l'officier. D'après notre enquête, il dirigeait un système de Ponzi depuis plusieurs années, le montant total impliqué dépassant les 20 millions de dollars canadiens. J'étais stupéfaite. De plus, a continué l'officier, avant son arrestation, il a laissé une lettre à vous remettre. Dans la lettre, il déclare qu'une partie de l'argent qu'il a utilisé pour acheter la propriété au Canada provenait de ses fonds illégaux. La couronne saisit actuellement ses actifs, ce qui pourrait vous impliquer. Ma main tenant le téléphone a commencé à trembler. Aussi, l'officier a fait une pause. Monsieur Evans a déclaré qu'il ne vous avait jamais aimé, qu'il vous avait épousé uniquement pour. La voix à l'autre bout continuait de parler, mais je ne pouvais plus l'entendre. J'ai regardé l'écran de mon téléphone et j'ai vu un autre appel arriver. L'identifiant disait Benjamin. J'ai hésité une seconde, dit à l'officier, je comprends, et j'ai raccroché. Mais juste au moment où j'allais répondre à l'appel de Benjamin, la porte du café s'est ouverte brusquement. Un homme étrange s'est précipité à l'intérieur et m'a fixé. Juliette Martin, je suis l'un des créanciers de Thomas Evans. Vous devez rembourser sa dette. J'ai regardé l'homme étrange devant moi, me forçant à rester calme. Les quelques clients restants dans le magasin ont été surpris par l'intrusion soudaine. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, ai-je dit, ma voix aussi stable que possible. Thomas et moi sommes divorcés. Ces dettes ne sont pas de ma responsabilité. Pas de votre responsabilité? L'homme a ricané. Vous étiez sa femme. Vous ne connaissez pas la solidarité des dettes? Thomas me doit 5 millions. Vous devez rembourser. J'ai besoin de voir une reconnaissance de dette, ai-je dit. Et la preuve que cette dette a été contractée pendant notre mariage et a été utilisée pour les besoins du ménage. Sinon, je n'ai aucune obligation de rembourser cette dette. L'homme a été surpris, ne s'attendant manifestement pas à cette réponse. Juste à ce moment-là, Benjamin s'est précipité à l'intérieur. Il avait dû s'inquiéter quand je n'avais pas répondu à son appel. Juliette, ça va, a-t-il dit en se plaçant devant moi pour me protéger de l'homme. Monsieur, quel que soit le problème, nous pouvons en discuter calmement. Qui êtes-vous? A demandé l'homme avec lassitude. Je suis le petit ami de Juliette, a dit Benjamin. Concernant la dette que vous avez mentionnée, nous pouvons régler cela par les voies légales. Si vous continuez à faire un scandale, j'appellerai la police. L'homme nous a regardés, puis a regardé les autres clients dans le magasin. Finalement, il a reniflé. Bien, on se verra au tribunal. Il s'est retourné et est parti. Benjamin a fermé la porte et a passé ses bras autour de moi. Tu as dû être terrifié. Je me suis penché dans son étreinte, le cœur battant. J'avais fait bonne figure, mais j'avais en fait peur. Je suis si contente que tu sois là, ai-je chuchoté. Petite sotte. Je t'ai dit que je te protégerais, a-t-il dit en me tapotant doucement le dos. C'était quoi cette histoire de dette? Je lui ai raconté l'appel de la police. Après avoir écouté, les sourcils de Benjamin se sont froncés. Ce salaud de Thomas. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je n'en avais aucune idée, ai-je soupiré. Je pensais qu'après le divorce, j'en aurais fini avec lui. Je ne m'attendais pas à tout ça. Ne t'inquiète pas, a dit Benjamin. J'irai avec toi voir ton avocate demain. Tu es divorcé, et vos biens ont été légalement partagés. Ses activités criminelles et ses dettes au Canada n'ont rien à voir avec toi. J'ai hoché la tête, mais un sentiment de malaise persistait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les paroles de l'officier de police résonnaient dans mon esprit.
Monsieur Evans a déclaré qu'il ne vous avait jamais aimé, qu'il vous avait épousé uniquement pour... Pourquoi? Pour voler mon argent? Ou y avait-il un autre motif? J'ai soudain réalisé que depuis le tout début, je n'avais peut-être été qu'un pion dans son jeu élaboré. Le lendemain, Benjamin m'a accompagné voir Maître Dubois. Après avoir entendu toute l'histoire, elle a poussé un soupir de soulagement. Mademoiselle Martin, vous n'avez pas besoin de trop vous inquiéter. Premièrement, vous et Monsieur Evans êtes divorcés et la liquidation du régime matrimonial a été actée. Deuxièmement, selon la loi, toute dette contractée par un époux en son nom propre qui n'est pas pour les besoins quotidiens de la famille n'est pas considérée comme une dette solidaire. À moins que le créancier ne puisse prouver que la dette a servi à la vie commune ou était basée sur le consentement mutuel des deux époux. Et pour les 5 millions que cet homme a mentionnés, ai-je demandé. Il doit fournir la preuve que la dette a été contractée pendant votre mariage et a été utilisée pour votre vie commune. Maître Dubois a dit, vu sa réaction, il ne peut probablement pas produire une telle preuve. Et qu'en est-il de ce que la police a dit? Qu'une partie de l'argent que Thomas a utilisé pour acheter l'appartement au Canada provenait de ses activités illégales. Cette propriété a déjà été divisée dans le jugement de divorce, la moitié vous étant attribuée. Correct, a dit Maître Dubois en revoyant le jugement précédent. Si la police veut la saisir, elle doit prouver que vous étiez au courant et avez participé aux activités illégales. Sinon, en tant que tiers de bonne foi, votre part de la propriété est protégée par la loi. En entendant cela, j'ai enfin ressenti un sentiment de soulagement. Mais Maître Dubois a ajouté, cependant, vous devriez quand même vous préparer. Le cas de Monsieur Evans est assez grave, et il se peut que d'autres créanciers viennent vous chercher. Je vous suggère de conserver tous vos documents, y compris le jugement de divorce et l'accord de partage des biens. Si quelqu'un vous harcèle, appelez immédiatement la police. J'ai hoché la tête. Je comprends. Merci, maître. En sortant du cabinet, Benjamin m'a tenu la main. N'aie pas peur. Je suis là. Je l'ai regardé, une vague de chaleur m'envahissant. Dans les semaines qui ont suivi, plus de gens sont venus à ma porte, prétendant être des créanciers de Thomas. Certains avaient des reconnaissances de dettes, d'autres avaient des relevés de virements bancaires. Tous disaient que Thomas leur devait de l'argent et exigeaient que je paie. Suivant les conseils de Maître Dubois, j'ai demandé à chacun d'eux de fournir la preuve que la dette avait été contractée pendant notre mariage et avait été utilisée pour notre vie commune. Pas un seul d'entre eux n'a pu le faire. La plupart des prêts avaient été contractés après notre divorce, et certaines reconnaissances de dette étaient des faux évidents. J'ai tout documenté et remis à Maître Dubois pour qu'elle s'en occupe. Mais les ennuis ont quand même pesé sur ma vie. Les affaires du café ont souffert parce que les gens continuaient de venir faire des scènes et les clients étaient effrayés. Mon moral a chuté et j'étais constamment sur les nerfs, m'inquiétant du prochain problème. Benjamin voyait ma détresse et avait le cœur brisé. « Juliette, pourquoi ne pas déménager le magasin dans un nouvel endroit ?» a-t-il suggéré. Ou peut-être fermer un moment, faire une pause, et rouvrir quand tout ça sera passé. J'ai secoué la tête. Non, je ne peux pas laisser le gâchis de Thomas ruiner ma vie. J'ai travaillé si dur pour arriver là où je suis. Je ne peux pas abandonner. Mais. Pas de mais, ai-je dit fermement. Il m'a blessé une fois. Je ne le laisserai pas détruire ce que j'ai maintenant. Benjamin m'a regardé, les yeux pleins d'admiration. D'accord, je te soutiens, mais tu dois me promettre que si tu rencontres un problème que tu ne peux pas gérer, tu me le diras. Je le promets. Un mois plus tard, il y a enfin eu une percée. Des nouvelles sont arrivées de la police canadienne. Le cas de Thomas était clair. Il était effectivement coupable de fraude à grande échelle et de détournement de fonds et ferait face à de lourdes sanctions pénales. La police a également confirmé que je n'étais pas au courant de ses activités illégales et que j'étais en fait l'une de ses victimes. Par conséquent, les actifs qui m'avaient été attribués dans le jugement de divorce ne seraient pas saisis. En entendant cette nouvelle, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Maître Dubois a également résolu les problèmes avec les créanciers. Grâce aux procédures judiciaires, toutes les dettes ont été confirmées comme étant les dettes personnelles de Thomas et n'avaient rien à voir avec moi. Peu à peu, les fauteurs de troubles ont cessé de venir et les affaires au café sont revenues à la normale. Ma vie revenait enfin sur les rails. Mais je savais que cette expérience m'avait appris une leçon profonde. Je pensais qu'un divorce serait une coupure nette,
mais le passé d'une personne trouve toujours des moyens d'affecter son présent. Je devais être plus prudente, plus vigilante dans ma vie. Cette nuit-là, la police de Montréal m'a rappelé. Mademoiselle Martin, Monsieur Evans voudrait vous dire quelque chose. Êtes-vous prête à écouter? J'ai hésité un moment. D'accord. La voix de Thomas est arrivée sur la ligne, faible et frêle. Juliette. Vas-y. J'écoute, ai-je dit calmement. Je suis désolé, a-t-il dit. Je sais que je t'ai fait du tort. J'ai fait tant de choses terribles. Je suis restée silencieuse, attendant qu'il continue. La vérité est que je t'ai épousée avec une arrière-pensée dès le début. La voix de Thomas était remplie de regrets. J'ai vu à quel point tu étais naïve et gentille, et j'ai vu ton revenu régulier. Je voulais t'utiliser pour prendre ton argent pour mes investissements, pour mes affaires. Mon cœur a eu l'impression d'être piqué par une aiguille. Je l'avais soupçonné, mais l'entendre l'admettre faisait encore mal. Je pensais que je pourrais réussir, a-t-il dit. Je pensais que je pourrais gagner beaucoup d'argent et ensuite te donner une vie meilleure. Mais j'ai eu tort. J'étais trop avide. Je n'aurais pas dû m'impliquer dans la collecte de fonds illégale. Je n'aurais pas dû escroquer tant de gens. Et Claire, ai-je demandé. Claire? Elle était une victime aussi, a dit Thomas avec un rire amer. Elle pensait que j'étais riche. Elle était avec moi pour l'argent. Quand elle a découvert que j'étais un fraudeur, elle est partie. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Juliette, je sais que dire désolé est inutile maintenant. Thomas a dit, je voulais juste te dire que pendant nos 5 ans ensemble, même si j'ai commencé avec un motif, plus tard, je t'ai vraiment aimé, mais j'étais trop avide, trop bête, et j'ai tout détruit. J'ai ouvert les yeux et j'ai dit calmement, Thomas, tu sais ce que je déteste le plus? Ce n'est pas que tu aies volé mon argent. C'est que tu as joué avec mes sentiments. Pendant 5 ans, je t'ai traité comme la personne la plus importante de ma vie. Je te faisais confiance, je dépendais de toi, je t'aimais. Et toi? Tu m'as traité comme un outil, un pion à utiliser. Je sais. Sa voix était remplie de douleur. Mais je dois aussi te remercier, ai-je dit. Merci de m'avoir montré ton vrai visage, de m'avoir permis de limiter les dégâts à temps. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais peut-être passé toute ma vie comme cette fille naïve et facile à tromper. Juliette. C'est la dernière fois que nous nous parlons. Je l'ai coupé. À partir de maintenant, nous suivons nos propres chemins. J'espère que tu réfléchiras à tes actes en prison et deviendras une meilleure personne. Sur ce, j'ai raccroché le téléphone. Après l'appel, je suis resté assise sur le canapé, hébété. Benjamin est venu s'asseoir à côté de moi. Tu es encore triste? J'ai secoué la tête. Pas triste, juste un peu de regret. Regret de quoi? Regret pour ces 5 années. Regret d'avoir aimé quelqu'un de si indigne, ai-je dit. Mais je ne regrette pas l'expérience. Elle m'a fait grandir. Elle m'a rendue plus forte. Benjamin m'a pris la main. Tu sais ce que j'admire le plus chez toi, Juliette? C'est ta résilience. Tu as traversé tant de douleurs, mais tu ne t'es pas laissé briser. Au contraire, tu es devenue plus indépendante, plus courageuse. Je l'ai regardé, une vague de chaleur se propageant dans mon cœur. Benjamin, merci d'être à mes côtés à travers tout ça. J'ai dit, je ne pense pas que j'aurais pu m'en sortir sans toi. Petite sotte. Nous sommes un couple. C'est pour ça que je suis là, a-t-il dit. Et je devrais te remercier de me donner la chance de prendre soin de toi, de t'aimer. Cette nuit-là, nous avons parlé longtemps. Nous avons parlé du passé, du présent et de l'avenir. Benjamin a dit qu'il voulait m'épouser, me donner un foyer. Je lui ai dit que j'étais prête, mais que j'avais besoin de temps. J'avais besoin d'être sûr qu'il m'aimait vraiment, pas juste par pitié ou envie de me sauver. Il a dit qu'il comprenait et qu'il attendrait peu importe le temps que cela prendrait. À ce moment-là, j'ai enfin compris ce qu'était le véritable amour. Ce n'est pas une tempête passionnée, mais un courant constant et doux. Ce n'est pas la possession et le contrôle, mais le respect et la compréhension. Ce n'est pas exiger que quelqu'un change pour vous, mais l'accepter pour ce qu'il est. 6 mois plus tard, les affaires au café étaient florissantes. J'ai embauché 2 employés,
une jeune diplômée nommée Chloé et une femme dans la quarantaine nommée Maria. Chloé apprenait vite, et Maria était travailleuse et gardait le magasin impeccable. Avec leur aide, ma vie est devenue beaucoup plus facile. J'ai commencé à avoir plus de temps pour moi. Je me suis inscrite à un cours de photographie et j'ai découvert la joie de capturer la vie à travers un objectif. J'ai aussi commencé à écrire. J'écrivais sur mes expériences et les soumettais à plusieurs magazines de style de vie. À ma grande surprise, quelques-uns de mes articles ont été publiés et j'ai reçu de nombreuses lettres de lecteurs. Beaucoup d'entre eux avaient des expériences similaires, blessés dans leur mariage et incertains de ce qu'ils devaient faire. Je répondais à chaque lettre en les encourageant à être courageux, à faire leur propre choix. Je leur disais qu'une femme n'a besoin de personne pour vivre une vie merveilleuse. Je leur disais que quitter quelqu'un qui ne vous aime pas n'est pas un échec mais une renaissance. Je leur disais que pour trouver le vrai bonheur, il faut d'abord apprendre à s'aimer et à se respecter. L'hiver dernier, Benjamin m'a demandé en mariage. Il m'a emmené faire une promenade sur la plage. L'hiver en Normandie était froid, le vent mordant, mais mon cœur était chaud. Nous marchions le long du rivage, nos empreintes apparaissant et disparaissant avec les vagues. Juliette. Benjamin s'est soudainement arrêté et s'est tourné vers moi. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé curieusement. Il a mis un genou à terre, a sorti une petite boîte de sa poche et l'a ouverte pour révéler une bague en diamant. Juliette Martin, veux-tu m'épouser ? A-t-il demandé en me regardant dans les yeux. Je sais que tu as vécu un mariage douloureux, et je sais que tu as peur. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas Thomas. Je passerai toute ma vie à t'aimer, à te protéger et à te rendre heureuse. Je ne te mentirai jamais, ne te trahirai jamais, ne te blesserai jamais. Je veux juste traverser le reste de ma vie avec toi. Je l'ai regardé, les larmes coulant sur mon visage. Benjamin. J'ai suffoqué. Si tu n'es pas prête, je peux attendre, a-t-il dit. Peu importe combien de temps, j'attendrai. J'ai secoué la tête et j'ai souri à travers mes larmes. Pas besoin d'attendre. Je suis prête. Il s'est levé avec enthousiasme, a glissé la bague à mon doigt et m'a tiré dans une étreinte serrée. Le vent hurlait et les vagues s'écrasaient contre le rivage. Mais nous nous tenions l'un l'autre comme deux arbres entrelacés, pour ne plus jamais être séparés. Notre mariage était simple. Nous n'avons invité que notre famille la plus proche et nos amis. Pas de lieu somptueux, pas de rebord de prix, juste les bénédictions les plus sincères. Ma mère me tenait la main, les yeux remplis de larmes. Juliette, je suis si heureuse de te voir enfin heureuse. Je suis heureuse, maman. J'ai souri. Benjamin est un homme bon. Tu dois le chérir. Ma mère a dit, je le ferai. Au mariage, Benjamin m'a dit, Juliette, merci de m'épouser. Je promets que je passerai toute ma vie à t'aimer et à faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Je l'ai regardé, le cœur plein d'amour. Je savais que cette fois, j'avais bien choisi. La vie conjugale est paisible et heureuse. Benjamin est attentionné et bienveillant. Il me fait un massage quand je suis fatigué, cuisine quand je suis occupé et me fait rire quand je me sens déprimé. Il respecte ma carrière et soutient mes rêves. Il ne m'a jamais demandé d'abandonner le café pour être une femme au foyer. En fait, il vient souvent aider. Nous gérons le café ensemble et nous planifions notre avenir ensemble. Ce printemps, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais à la fois excitée et nerveuse. Excitée d'avoir enfin un enfant à moi et nerveuse à l'idée de savoir si je pourrais être une bonne mère. Benjamin était encore plus excité que moi. Il faisait des promenades avec moi tous les jours, cuisinait des repas nutritifs et a acheté une pile de livres sur la parentalité pour étudier. Juliette, à qui penses-tu que le bébé ressemblera ? Demandait-il. Bien sûr, il te ressemblera, je riais. J'espère que c'est un garçon, beau comme toi. J'espère que c'est une fille, belle comme toi, disait-il. Nous rêvions de notre avenir, de notre petite famille. La grossesse a été dure, mais j'étais heureuse. Je savais que cet enfant avait été conçu dans l'amour, un symbole de mon amour avec Benjamin. Pendant mon 5e mois de grossesse, j'ai reçu une lettre spéciale. Elle venait de la mère de Thomas. Dans la lettre, elle s'excusait auprès de moi. Elle disait qu'elle était désolée de ne pas avoir bien élevé son fils, de m'avoir causé tant de douleur.
Elle a aussi dit que Thomas se comportait bien en prison et travaillait dur pour se réformer. Elle a dit qu'il voulait qu'elle me dise qu'il souhaitait sincèrement mon bonheur. En lisant la lettre, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Je ne détestais pas sa mère. Elle était une victime aussi. Elle a élevé un fils, ne s'attendant jamais à ce qu'il emprunte un chemin aussi sombre. Je lui ai répondu en lui disant que j'avais tout pardonné, que j'étais très heureuse maintenant et qu'elle ne devrait pas se blâmer. Je lui ai aussi dit que tout le monde fait des erreurs et que l'important est d'en tirer des leçons. J'espérais que Thomas réfléchirait à ses actions en prison et commencerait une nouvelle vie à sa sortie. Après avoir écrit cette lettre, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. J'avais enfin lâché le passé. J'avais vraiment pardonné à Thomas et je m'étais pardonné à moi-même. L'automne dernier, notre bébé est né. Une belle fille. Nous l'avons nommée Clara. Je veux qu'elle grandisse dans un monde d'amour et qu'elle ait une vie paisible et heureuse. En regardant ma fille dans mes bras, j'ai pensé à la fille que j'étais, naïve et facile à tromper. J'ai dû traverser tant de douleurs pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Je partagerai mes expériences avec ma fille. Je lui apprendrai à se protéger, à s'aimer, à distinguer le bien du mal. Je lui ferai savoir qu'une femme peut être douce mais pas faible, gentille mais pas stupide, aimante mais qu'elle doit d'abord s'aimer elle-même. Maintenant, ma vie est pleine et heureuse. Je me réveille, je m'occupe de ma fille, je la nourris, je la change, je joue avec elle. Quand elle dort, je vais au café pour aider. Même avec un enfant, je n'ai pas abandonné ma carrière. Benjamin est incroyablement solidaire. Il dit toujours qu'une femme ne devrait pas avoir à abandonner ses rêves juste parce qu'elle se marie et a des enfants. L'après-midi, j'emmène Clara au parc. Le soir, nous dînons tous les trois ensemble et parlons de notre journée. Cette vie tranquille est tout ce dont j'ai jamais rêvé. Le mois dernier, le café a organisé un événement spécial. J'ai invité des femmes qui avaient vécu des expériences similaires à partager leurs histoires. Certaines venaient de divorcer et luttaient encore avec la douleur. Certaines hésitaient encore, incertaines de devoir quitter leur mariage, et certaines avaient déjà tourné la page et commencé une nouvelle vie. J'ai partagé mon histoire. Je leur ai dit que quitter quelqu'un qui ne vous aime pas n'est pas un échec, mais une renaissance. Je sais que c'est douloureux. Je sais que vous êtes perdu en ce moment, ai-je dit. Mais croyez-moi, la douleur est temporaire. Si vous faites ce pas courageux, vous trouverez un monde merveilleux qui vous attend. Mais j'ai peur. Une jeune femme a dit, j'ai peur d'être seule. Être seul vaut mieux que d'être dans un mariage malheureux. J'ai dit, et qui a dit qu'être divorcé signifie être seul? Vous pouvez avoir vos amis, votre carrière, votre propre vie, et vous pouvez retrouver l'amour avec quelqu'un qui vous aime vraiment. Êtes-vous heureuse maintenant, a demandé une autre femme. J'ai regardé Benjamin qui se tenait près de la porte tenant notre fille et me souriait. Très heureuse, ai-je dit avec un sourire. Plus heureuse que je ne l'aurais jamais imaginé. Après l'événement, beaucoup de gens sont venus me remercier. Elles ont dit que mon histoire leur avait donné le courage d'affronter leur propre vie. Elles ont dit que je leur avais donné de l'espoir, fait croire qu'une femme peut vivre une vie merveilleuse sans dépendre de personne. J'étais contente que mon expérience puisse aider les autres. C'est peut-être le sens de la douleur. Elle nous fait grandir et elle nous permet d'aider les autres à grandir. Cette année marque le 5e anniversaire de mon divorce. En ces 5 ans, j'ai traversé beaucoup de choses. Je suis passé d'une femme dépendante à une femme indépendante et forte. Je suis passé d'une victime brisée à un guide pour les autres. Je suis passé d'une divorcée désespérée à une épouse et mère dans une famille heureuse. Et tout cela grâce à cette seule décision courageuse que j'ai prise. Si je n'avais pas transféré l'argent de manière décisive et demandé le divorce après avoir vu Thomas partir à l'aéroport, je vivrais peut-être encore un mensonge, attendant un homme qui ne reviendrait jamais. La semaine dernière, j'ai assisté à un séminaire sur l'indépendance et la croissance des femmes. L'oratrice était une auteure célèbre qui a partagé de nombreuses histoires d'émancipation féminine. En l'écoutant, je me suis senti profondément ému. J'ai levé la main pour parler. J'aimerais partager mon histoire, ai-je dit. Il y a 5 ans, j'ai divorcé. À l'époque, tout le monde disait que j'étais stupide, impulsive, que je le regretterais. Mais aujourd'hui, 5 ans plus tard, je peux dire fièrement que je n'ai aucun regret. Divorcer a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Le public a applaudi.
Le divorce m'a permis de me retrouver, ai-je continué. Dans mon mariage, je m'étais perdu, j'avais perdu mes rêves, ma capacité à penser indépendamment. Je donnais tout à mon mari, pensant que c'était ça l'amour. Mais j'ai appris qu'un amour où l'on se perd n'a pas de fondement. Alors je veux dire à toutes les femmes, que vous soyez célibataire, en couple ou marié, rappelez-vous de ne jamais vous perdre. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais vous devez d'abord vous aimer vous-même. Vous pouvez donner à quelqu'un, mais ne perdez jamais votre identité. Parce que ce n'est que lorsque vous êtes forte et indépendante que vous pouvez trouver le vrai bonheur. La salle a éclaté en une autre salve d'applaudissements. Après le séminaire, beaucoup de gens sont venus me voir pour entendre davantage mon histoire. J'étais heureuse de partager. J'espère que mon expérience pourra aider plus de femmes à apprendre à s'aimer, à se respecter et à se protéger. Hier soir, ma fille a dit « Maman, pour la première fois, j'ai pleuré de joie. » Je l'ai serré contre moi et j'ai chuchoté dans mon cœur « Mon bébé, maman t'aimera et te protégera toujours. Je t'élèverai dans un monde d'amour, et tu grandiras pour devenir une fille indépendante, forte et gentille. » Benjamin est venu et a passé ses bras autour de nous. Nous la protégerons ensemble. Je me suis appuyé contre son épaule, regardant ma fille dans mes bras, mon cœur débordant de bonheur. C'est la vie que j'ai toujours voulu. Un mari aimant, une belle fille, ma propre carrière et mes propres amis. Je n'ai plus besoin de dépendre de personne. Je peux vivre ma vie indépendamment et affronter le monde selon mes propres termes.